Et, et je crois que jamais, juste là, et peut-être que jamais plus, je n'ai eu la certitude qu'il fallait que je sois à un endroit précis, à un moment précis. C'est la première fois de ma vie où j'ai dit à telle date, à cette date, je dois être là-bas et nulle part ailleurs au monde. Et cette coïncidence du lieu et du temps que j'ai provoqué m'a permis ouais, d'être à Tchernovitz. Voilà, juste être à Tchernovitz. Pendant des années, je l'ai traduit en disant j'ai vu le jour à Tchernovitz en 1932, je suis née à Tchernovitz. Bon, j'ai été à Tchernovitz. Et il y a certainement les mots à ce moment-là dont j'avais plus besoin, puisque j'ai pas vraiment parlé hein, pendant ces jours-là. J'étais seule là-bas, j'ai quasiment parlé à personne. Mais vous évoquiez tout à l'heure les sensations. Euh, ces 2 jours à Tchernovitz ont été 2 jours de sensations très 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 grandes, dans lesquelles les sensations d'Aaron, telles qu'il est décrit dans ses livres, se mêlaient aux miennes là-bas. Je mettais mes pas dans les pas des siens, la neige était là, tout était là, les visions d'enfance enchantées. Parce que c'est vrai, Tchernovitz c'est très très beau, ça ressemble à bon, c'est une ville de l'ex-empire austro-hongrois et on se croit dans un conte d'Andersen, il y a tous ces bulbes dorés des églises, cette neige magnifique, ces couleurs, ces coupoles roses, bleues, quelque chose de très tendre, très joyeux, très enchanté. Aaron disait souvent, mon enfance était comme une légende, comme un conte terrible parfois, mais un conte quand même. Et, euh, et à Tchernovitz, j'ai totalement éprouvé ça. Et puis bon, voilà, tout est passé par des sensations très fortes, y compris par les goûts, puisque chez Aaron, la nourriture a une très très grande importance dans le bien-être qu'elle peut procurer. Dans mes livres aussi, je crois, on mange souvent et de manière heureuse et joyeuse. Là, j'ai pu manger et goûter à ses goûts d'enfance à lui et ça a été peut-être l'expérience sensorielle la plus forte que j'ai eue là-bas. Oui, le banouche, c'est-à-dire voilà, la bouillie de maïs qui revient dans beaucoup de romans et beaucoup dans... Il a réussi à attraper quelque chose, je crois, du bonheur de manger cette bouillie de maïs dans De longues nuits d'été, qui est un roman paru à l'École des loisirs, mais qui était pour adultes au départ, et où, à un moment donné, quelqu'un leur donne à Sergueï, le vieil aveugle, et à Yannick, le petit juif qui est protégé par lui, il leur donne un sac de farine de maïs, et à partir de là, ils vont faire des bouillies, et parfois ils ajoutent du fromage, et on a l'impression que c'est le plus grand bonheur qui puisse exister sur Terre à ce moment-là, de manger ça. Et j'ai goûté et mangé ce plat là-bas. Et ça a été une jonction très très certainement peut-être un peu exaltée et très joyeuse entre les mots, entre un mot et une sensation. Vous pouvez nous redire le mot? C'est du banouche. Le banouche, c'est la bouillie de maïs. Non seulement le voyage à Tchernovitch, mais avant ce qui vous arrivait la nuit, c'est de l'ordre de l'épiphanie un peu. Oui, c'est curieux parce que j'allais utiliser le terme d'épiphanie pour ce moment de révélation avec la bouillie de maïs, avec le banouche, mais oui, oui, j'ai conscience qu'on peut, certainement en entendant le récit de cette nuit-là ou de ce voyage, avoir le sentiment de quelque chose d'un peu presque mystique. Mais je... je crois que justement, j'ai pas envie, moi, de mettre de mots là-dessus. J'ai pas envie de définir ces états-là, ni ce qui s'est passé dans la nuit ou qui a été celle de la mort d'Aaron, ni ce qui s'est passé dans la nuit que j'ai vécue à Tchernovitz, ni ce qui s'est passé dans les jours qui ont suivi la mort. Je veux pas mettre un mot là-dessus. Voilà, je préfère essayer de cerner, d'approcher, parce que oui, c'est certainement une opération vaine de trouver un mot pour définir ça. Parce que c'est unique. Je crois que je n'ai jamais vécu ça avant. Et peut-être que personne n'a vécu ça comme ça.
Euh, donc je crois que c'était certainement une proximité, une présence au monde et au lieu euh, très aiguë. Heureusement qu'on n'a pas tout le temps conscience. D'ailleurs, ça aussi, je le ressentais quand j'étais avec Aaron. Parfois, j'avais besoin que ça s'arrête, j'avais besoin de lui dire au revoir. J'avais besoin de rentrer chez moi, de marcher, de ne plus être avec lui, parce que c'était trop intense, parce que je ressentais l'intensité de chaque seconde de vie. Et, et que je crois que si on était conscient à chaque seconde du fait qu'on est vivant, voilà, ça serait. Il y a un moment où on a besoin justement d'oublier qu'on vit pour vivre et d'oublier certaines choses pour vivre. Et à certains moments, j'avais besoin aussi d'être loin de lui pour peut-être même pour vivre avec lui, mais en étant plus loin. Et, euh, et, et dans cette absence-là brutale liée à sa mort, il y a aussi ça, il y a une présence qui s'est imposée de manière très forte et qui dépassait la présence physique. Non, pour moi, après, c'est... On fait un petit peu de silence. 15 secondes. Puisque le silence est